Bienvenue sur la chaîne Souvenirs de grand-mère. L'héroïne du jour va partager son histoire bouleversante. Bonne écoute. Je me suis juré que si un jour j'avais une fille, jamais elle ne vivrait ce que j'ai vécu. Jamais elle n'entendrait les mots que moi, j'ai entendus. Même dans les jours les plus durs, même dans ces nuits où je pleurais seule dans la remise, même alors, ma mère ne m'a jamais serrée dans ses bras. Je m'appelle Madeleine, mais ici, dans le village, tout le monde m'appelle Mamie Mado. J'ai 74 ans et je porte en moi une histoire que je n'avais jamais racontée entièrement jusqu'à aujourd'hui. Peut-être parce que ça fait trop mal. Peut-être parce que la honte m'a toujours retenue. Mais aujourd'hui, je sens que le moment est venu. J'étais assise près du vieux poêle, en train de tricoter une écharpe pour mon petit-fils, quand j'ai entendu ma fille dire au téléphone: je donnerais tout pour avoir une maman comme toi. À cet instant, les larmes me sont montées aux yeux. Parce que, oui, j'ai tout donné pour qu'elle ne ressente jamais ce que moi j'ai ressenti. Et maintenant, ma propre mère est malade et me demande pardon. Je dois de nouveau emprunter un chemin que j'ai longtemps craint de suivre. Je suis née en 1950 dans un petit village des Vosges, entouré de sapins immenses et de silence, seulement troublé par le vent ou les aboiements lointains des chiens. Notre maison était simple, faite de bois sombre, avec des planchers grinçants. En hiver, on se réveillait en voyant notre souffle flotter dans la pièce. Ma mère, Simone, était une femme dure. Elle avait des mains usées par le travail, un regard froid et un cœur qui semblait enfermé dans un coffre dont personne n'avait la clé. Elle ne souriait jamais, ni quand on lui faisait un cadeau, ni quand mon père rentrait de la Syrie, ni quand j'avais de bonnes notes. Rien ne semblait la toucher. Mon père, Henri, était tout le contraire. Doux, silencieux, il avait cette manière de me caresser la tête qui me faisait me sentir en sécurité, sans avoir besoin de parler. Mais il travaillait beaucoup, partait plusieurs jours pour livrer du bois en ville. Alors, je passais la plupart de mon temps seule avec ma mère. Et pour moi, c'était la pire des punitions. Tu es faible, trop tendre, comme ta tante malade. Tu ne survivras pas dans ce monde. Ne parle pas, écoute et obéis. Les filles qui bavardent finissent mal. Tu pleures? Je vais te donner une vraie raison de pleurer. Je l'entendais chaque jour. Je ne comprenais pas pourquoi. Je voulais juste de l'affection, un regard, un bonne nuit, avec un baiser sur le front. Mais d'elle ne venaient que des ordres, des reproches, et un silence si lourd qu'il faisait plus mal que des cris. Je me souviens d'un jour plus que les autres. J'avais 11 ans. J'avais brodé une petite nappe avec nos prénoms et 2 petites marguerites. Un simple cadeau, mais j'y avais passé des heures. Je voulais la surprendre. Plus que tout, j'espérais un « merci ». Quand je lui ai tendu la nappe, elle l'a regardé et a dit: qu'est-ce que c'est que ce chiffon inutile? T'aurais mieux fait de laver le sol. J'ai couru dans ma chambre, j'ai caché la nappe sous l'oreiller et j'ai pleuré en silence pour qu'elle ne m'entende pas. Je me suis demandé: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi les autres mamans prennent leurs enfants dans les bras et pas la mienne? Cette question a grandi avec moi. Elle me rapetissait de l'intérieur. Je me suis refermée. Je ne parlais plus de moi, ne demandais plus rien. Je supportais tout. Et ce n'était que le début. Ce qui est arrivé ensuite, je ne l'aurais jamais imaginé, même dans mes pires cauchemars. Si vous aimez entendre les histoires des grands-mères, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir notre travail. Après tout, la vieillesse n'est pas un fardeau, mais un cadeau, un coffre rempli d'expériences, de leçons et d'histoires qui méritent d'être entendues avec douceur. C'est ainsi que nous pouvons continuer à partager des récits vrais et touchants, qui parlent au cœur, inspirent le courage et rappellent la force silencieuse des femmes d'avant nous. Merci d'être là. Vous êtes une partie de cette tapisserie de mémoire et d'amour qui relie les générations. Parfois, je me dis que peut-être ma mère ne savait pas comment aimer. Peut-être qu'on avait été dur avec elle aussi. Mais quand j'étais petite, ça ne comptait pas. Je voulais juste être une fille qu'on aime. Et à la place, j'étais pour elle une sorte de projet, un plan, ou un miroir dans lequel elle ne voulait pas se voir. Un jour,
tout a changé. C'était mon 13e printemps. Dans notre village, le printemps est court. Les glaces craquent, les toits goûtent, l'odeur de la terre humide se mêle à celle du feu de bois. Avec les fils de l'école, on longeait la rivière, ramassant des branches mortes, en riant. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Et puis je l'ai vu, Julien. Il avait 2 ans de plus, des yeux noirs francs, sans détour. Il était le fils du maréchal Ferrand. Quand il passait, mon cœur battait plus fort. Il me plaisait, mais surtout, près de lui, je me sentais être quelqu'un. Pas idiote, pas un fardeau, juste une fille qui pouvait avoir sa propre vie. Il m'a pris les branches des mains et m'a dit « Tu ne devrais pas porter ça toute seule. Tes mains sont trop belles pour les ampoules. » J'ai souri, un vrai sourire, le premier depuis des mois. On a parlé 10 minutes, pas plus, mais ça a suffi pour que quelqu'un nous voie. Et dans un petit village, les rumeurs vont plus vite que les ruisseaux de printemps. Le soir même, ma mère savait. Je suis rentrée, j'avais de la lumière dans les yeux, de la chaleur dans le cœur. Elle se tenait à la fenêtre, sans se retourner. « Avec qui tu étais ?»« Avec les filles, ai-je commencé. »« Ne mens pas. Je t'ai vu avec Julien. Tu crois qu'il veut de toi ? T'es même pas encore une femme. Tu fais honte à la famille. » J'ai essayé d'expliquer qu'on avait juste parlé, qu'il avait été gentil. Elle ne m'écoutait pas. Sa voix, c'était le vent glacé. À partir de ce jour, plus d'écoles, plus de sorties, jusqu'à ce que j'apprenne à être digne. On m'a enfermée. Plus de livres, plus de cahiers. Ma fenêtre donnait sur les champs et chaque matin, je voyais les autres aller à l'école en riant. Moi, j'étais là, dans un coin, à coudre, à cuisiner, à nettoyer. Et je sentais quelque chose mourir en moi. Je ne pleurais même plus. J'étais vide. 1 mois, puis 2. Mon père était en déplacement. Quand il est revenu, il m'a vue, silencieuse, le regard au sol. Il a compris. Un soir, il s'est assis près de moi, a versé du thé et m'a demandé doucement « Mon chaton, dis-moi la vérité. Que te fait ta mère ?» Je n'ai rien dit. Si j'avais parlé, j'aurais crié. Il s'est levé, est allé vers ma mère. Et pour la première fois, je l'ai vu crier. « Elle n'est pas toi. Tu vas la briser. Ta propre mère était de pierre. Et maintenant tu refais pareil avec notre fille ?» Ma mère a juste détourné les yeux. « Tu ne comprends pas. Je veux qu'elle soit forte. Le monde ne pardonne pas aux faibles. » Je les regardais. Mon cœur se brisait comme du verre. Je ne voulais pas être forte à ce prix. Pour la première fois, j'ai pensé, peut-être que je peux fuir, peut-être qu'il existe un endroit où on m'écoutera, où on m'aimera, où je pourrais être moi. Si toi aussi, tu as déjà senti que des étrangers étaient plus tendres que ta propre famille, tu comprendras ce que je raconterai dans le prochain chapitre. Le printemps a laissé place à l'été. L'odeur de l'herbe coupée flottait dans l'air, et même dans mon cœur, quelque chose commençait à fondre. Mais la maison restait froide, pas physiquement. Froid comme un lieu sans sourire, où les pas sur le parquet résonnent comme des tambours de peur. Je me levais avant l'aube, préparais la bouillie, lavais les sols, nourrissais les poules. En silence. Ma mère ne parlait presque pas. Seulement des ordres brefs. N'oublie pas les vitres. Fais la vaisselle après le déjeuner. Pas de bêtises, compris? Mon père tentait de me protéger. Parfois, on s'asseyait près du puits. Il me racontait sa jeunesse. Sa voix était chaude, comme le thé du soir, mais même lui, il n'arrivait pas à changer ce que ma mère faisait de moi. C'était comme s'il capitulait devant son froid. Un jour, j'ai compris. Si je ne partais pas, j'allais disparaître. Pas physiquement, disparaître de l'âme. Julien avait une grand-mère dans le village voisin. Il l'aidait parfois. On s'était échangé des regards. Un jour, alors que je posais du pain sur le banc devant la maison, il est venu et m'a dit « On dirait un oiseau en cage. Tu mérites le ciel, Madeleine. » Ces mots se sont accrochés à mon esprit. Cette nuit-là, j'ai décidé. Je m'enfuis. Je n'avais presque rien. 2 chemises, un vieux foulard, une pièce de cuivre et une lettre. Une lettre pour mon père, que j'ai glissée sous son oreiller. Elle disait juste « Pardon ».
Je veux juste respirer. Je suis partie comme une souris. L'été, c'est le seul moment où on peut fuir pieds nus, sans craindre le froid. Je traversais la forêt, accompagnée par le chant des grillons et le ululement d'une chouette. Mon cœur battait vite, non pas de peur, mais d'un sentiment nouveau, la liberté. Pour la première fois, je la ressentais. Mais cette liberté s'est vite révélée plus compliquée que je ne le croyais. Je suis arrivée au village voisin au petit matin, épuisée, affamée, mais heureuse. Julien était là. Il m'a emmenée chez sa grand-mère. Sans poser de questions, elle m'a versé un bol de lait chaud et m'a tendu un vieux pull. Tu resteras ici, ma petite. Tout ira bien. Et je l'ai cru. Pendant 3 jours, je me suis sentie vivante. J'aidais à la maison, je faisais du pain, je riais. Pour la première fois depuis si longtemps. Mais ma mère, elle n'avait pas pardonné. Le 3e jour, 2 hommes sont arrivés dans la cour. Ils venaient de notre village. L'un travaillait à l'entrepôt, l'autre était forgeron. L'un d'eux tenait un sac avec mes affaires. Ta mère t'envoie chercher, ont-ils dit. Prépare-toi. Elle veut que tu rentres à la maison. J'ai regardé Julien. Son regard s'était assombri. Tu n'es pas obligé. Tu peux rester. Mais je savais que si je ne rentrais pas, mon père en souffrirait. Je savais de quoi elle était capable. Parfois, on croit que fuir, c'est gagner. Mais la vraie force vient quand on se lève et qu'on dit « assez ». Si tu es déjà retourné à l'endroit d'où tu as tant voulu partir, tu comprendras la suite. Quand j'ai de nouveau vu notre rue, la route poussiéreuse, les clôtures familières, je n'ai ressenti aucune joie, seulement de l'angoisse. Elle me devançait comme une ombre, m'étouffant à chaque pas. La maison me semblait plus sombre que dans mon souvenir. Ou peut-être était-ce mon regard qui avait changé. L'un des hommes a frappé. C'est ma mère qui a ouvert. Calme, même pas surprise. Comme si elle savait que tout se passerait ainsi, que son mot serait le dernier. Tu t'es bien amusé? Maintenant, tu vas rester tranquille, comme une souris. J'espère que tu as compris ce que signifie l'honneur de la famille. Je me tenais sur le seuil. Je voulais dire quelque chose. Expliquer que je n'avais rien fait de mal. Que je cherchais juste un peu de chaleur. Mais ma langue était figée. Je me suis contentée de hocher la tête et de passer la porte. C'est à partir de là que les véritables punitions ont commencé. Pas physique. Non, ma mère était trop rusée pour cela. Elle me punissait par le silence, l'isolement, le mépris. Il m'était interdit de sortir, de lire, même de regarder par la fenêtre plus de quelques minutes. Elle a même dit à mon père « N'interviens pas. Si tu veux qu'elle devienne quelqu'un, laisse-moi faire à ma manière. » Je devenais une ombre, une présence sans voix dans cette maison. Mon père essayait de me parler le soir, à voix basse, sous la pluie qui tambourinait sur le toit. « Mon chaton, tu es une bonne fille, tu le sais, hein? Tiens encore un peu, je trouverai une solution. » Mais les jours passaient, et la solution ne venait pas. Jusqu'au jour où, sans raison, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous étions à table. Je mangeais ma soupe en silence, les yeux fixés sur mon assiette. Elle était assise en face, le visage figé, et soudain, sans me regarder. « Tu sais, parfois je me dis que je n'aurais pas dû te mettre au monde. Peut-être que tu n'es pas une erreur, mais une punition. Le monde s'est figé. La soupe est devenue amère. Les murs se sont rapprochés. Je me suis levée, et pour la première fois, je l'ai regardée droit dans les yeux. Et si c'était vous qui ne saviez pas aimer? Elle n'a rien répondu, elle a juste détourné les yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. J'ai compris que le problème ne venait pas de moi. Que même si je devenais la fille parfaite, son cœur resterait gelé. Et à ce moment-là, une pensée est née en moi. Et si je survivais malgré tout? Parfois, les mots les plus puissants sont ceux qu'on prononce dans le silence. Si toi aussi, tu as dû grandir trop vite, reste avec moi, car la suite a tout changé. Après cette nuit, tout a changé. Pas autour de moi. Ma mère était toujours aussi glaciale, la maison toujours aussi lourde. Non, c'est moi qui avais changé. Avant, je vivais courbée,
comme si j'attendais sans cesse un coup, même quand il ne venait pas. Mais désormais, je marchais le dos droit. Pas parce que je n'avais plus peur, mais parce que je refusais que la peur me contrôle. Je ne lui répondais pas avec méchanceté, je ne criais pas, je ne discutais pas. Je suis juste devenue silencieuse comme la glace, solide comme la terre sous les pieds. 3 ans ont passé depuis ce jour. J'avais 16 ans quand mon père est tombé gravement malade. Il restait mon seul rayon de lumière dans cette maison. Il parlait peu, mais dans son regard, je sentais que je n'étais pas seule. Et tout à coup, cette lumière s'est mise à vaciller. Il toussait fort, restait parfois au lit 3 ou 4 jours. Ma mère ne s'en souciait pas, comme si elle ne voyait rien. Elle cuisinait comme d'habitude, lui parlait froidement, uniquement quand c'était nécessaire. Moi, je restais à son chevet. Je changeais les linges sur son front, je lui lisais à voix haute, je faisais infuser les herbes que m'avaient conseillées les vieilles dames du marché. Je faisais tout mon possible, comme si je priais pour qu'il survive, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Une nuit, alors que le feu s'éteignait lentement dans le poêle, il a pris ma main et murmuré « Tu es devenue forte, mon chaton. Je suis fière de toi. Pardon de ne pas avoir pu te protéger d'elle. » J'ai serré ses doigts et répondu « Vous m'avez sauvée juste en étant là, juste en me regardant comme vous le faisiez. » Il est mort le matin, paisiblement. Il s'est simplement endormi. Je suis restée longtemps à côté de lui, sans pleurer. Même quand le voisin est venu, même quand on a emporté son corps. Mais en moi, tout s'est effondré, parce qu'avec lui, j'étais désormais vraiment seule. Ma mère n'a pas versé une larme, elle a juste soupiré. Il était trop faible. Voilà pourquoi il est parti avant. Cette phrase m'a transpercée comme un couteau, mais je n'ai rien dit. Pas pour elle. Pour moi. Ce jour-là, j'ai décidé. Je ne serai jamais comme elle. Je ne laisserai pas son froid m'envahir. Je ne transformerai pas la douleur en armure. J'en ferai des ailes, sans cri, sans vengeance. Je commencerai à me reconstruire, morceau par morceau. Si tu as déjà perdu la seule personne sur qui tu pouvais compter, tu sais ce que ça fait d'apprendre à tenir debout toute seule. Le prochain pas de ma vie allait être le plus difficile, mais aussi le plus nécessaire. Quand nous avons enterré mon père, c'est comme si une partie de moi mourait aussi. Pas physiquement, mais la partie qui croyait encore à la chaleur de cette maison. Le temps était clair. L'air froid de l'automne mordait les joues. Les feuilles craquaient sous les pieds. Les gens du village disaient de belles choses. Henri était bon, calme, juste. Un bon père. Ma mère se tenait devant la tombe comme si c'était un jour comme un autre. Sans larmes, sans tremblement. Juste ce visage figé et ce regard rivé au sol. Je ne sais pas si elle a pleuré plus tard. Je ne crois pas. Et moi? Je n'ai pas pleuré devant les autres, mais dès que je suis rentrée, je me suis enfermée dans sa chambre. Je me suis laissée tomber au pied de son lit, et là, enfin, je me suis autorisée à pleurer. Profondément. En silence. Jusqu'à l'épuisement. Après ça, tout a changé. Ma mère ne m'a pas parlé pendant des semaines, comme si elle me rendait responsable de sa mort. Je faisais à manger, je nettoyais, j'allais chercher de l'eau. En silence. Elle ne me disait que des choses sèches. Tu n'as pas vu la saleté dans le coin? Le pain était dur hier. Ne dors pas trop. Tu n'es pas une princesse. Mais ça m'était égal. En moi, un mécanisme s'était enclenché. Je vivais selon un plan. Le jour, je travaillais. Le soir, je lisais en cachette les livres que me glissait discrètement Madame Lemoine, la bibliothécaire. Elle voyait ma fatigue, ne disait rien. Elle me glissait des volumes de Tchekhov, Gorky, Maupassant. Lis, ma petite. Dans les livres aussi, on peut vivre, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment s'échapper. Ces livres étaient hommes et fenêtres vers un autre monde. Un monde où les filles choisissaient leur destin, où les épreuves forgeaient la force. Un monde que je voulais atteindre. Un jour, je suis allée voir ma mère. Mes mains tremblaient, ma gorge était sèche. Mais je savais que si je ne disais rien maintenant, je ne le dirais jamais. Maman, je veux partir en ville, apprendre la cuisine, aller au lycée hôtelier. Elle m'a regardée, ses yeux, froids comme un matin de janvier. La ville? Tu crois qu'on t'attend là-bas?
Avec ta cervelle, tu tiens déjà à peine ici. Je suis restée muette, mais je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardée en silence. J'ai serré quand même. Elle s'est levée lentement, s'est approchée et m'a giflé. Pas fort, pas douloureusement, mais avec mépris. Il n'y avait pas de colère, juste du dégoût. Tu veux partir? Pars. Mais ne reviens pas quand tu échoueras. Je n'ai rien répondu. Je suis simplement allée dans la remise où on gardait les vieux sacs. Là, j'ai trouvé le sac à dos de mon père. J'y ai glissé 2 chemises, un morceau de pain et un livre. À l'aube, j'ai pris la route. Il y avait près de 30 kilomètres jusqu'à la gare, et à chaque pas, je sentais naître en moi une nouvelle version de moi-même. Parfois, partir, ce n'est pas fuir. Parfois, c'est le seul moyen de survivre. Si tu as déjà fait un pas dans l'inconnu, en risquant tout pour toi-même, tu comprendras où m'a mené ce chemin. Je suis arrivée à la gare vers le soir. Mes jambes bourdonnaient de douleur, mes doigts étaient engourdis par le froid de l'automne. Mais à l'intérieur, une pensée résonnait. Je l'ai fait. Je suis sortie de sa maison. Je n'y retournerai plus jamais. Le train était vieux, les wagons bruyants. Les passagers me regardaient avec méfiance. Une fille de la campagne, avec son foulard et son vieux sac. Mais je m'en fichais. Assise près de la fenêtre, je regardais défiler les champs sombres, et je ressentais la liberté. Pas encore la joie, c'était trop tôt, mais une possibilité, et c'était déjà immense. La ville m'a accueilli brutalement. Le vacarme des voitures, l'odeur de l'asphalte mouillé, les klaxons, les gens courant dans tous les sens. Je suis restée là, à la sortie de la gare, le cœur battant si fort que je craignais que les passants l'entendent. Je n'avais ni famille, ni logement, ni connaissance. Juste l'adresse de l'école professionnelle à laquelle j'avais envoyé une lettre pour demander à passer un examen d'entrée. Et par miracle, ils m'avaient accepté, à condition que je suive un cours préparatoire et que j'aide en cuisine. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans un internat, dans une petite chambre partagée avec 3 filles venues d'autres villages. Elles n'étaient pas là pour se faire des amis. Mais dès la première nuit, l'une d'elles, Hélène, m'a couverte d'un plaid et m'a murmuré « Ici, personne n'est gentil gratuitement. Mais si toi, tu l'es, ne perds pas ça. » Les cours étaient difficiles. Je ne comprenais pas bien les mots des citadins, je faisais des fautes en écrivant, j'étais mal à l'aise quand je devais parler devant les autres. Mais à la cuisine, là, je me sentais à ma place. Je pelais les pommes de terre, lavais la vaisselle, découpais le pain, et je le faisais avec tant d'amour que j'aurais nourri le monde entier si j'avais pu. La chef, une femme stricte mais juste, m'a dit un jour « Tu n'es pas la plus rapide, Madeleine, mais tu fais partie des rares à cuisiner avec ton cœur. Et ça, c'est précieux. » Ce jour-là, j'ai failli pleurer, parce que jamais personne ne m'avait dit que je faisais les choses avec mon cœur. La vie avançait. J'ai commencé à gagner un peu d'argent en nettoyant une pharmacie la nuit. J'écrivais à Madame Lemoine, la bibliothécaire du village, pour la remercier des livres. J'apprenais, je faisais des erreurs, mais je ne baissais plus jamais les yeux. Ma mère, elle n'écrivait pas, elle ne téléphonait pas, comme si je n'avais jamais existé. Et moi, j'essayais de ne pas penser à elle, mais au fond de moi, je pensais à elle chaque soir, quand je m'endormais, quand j'étais épuisée, quand je recevais une bonne note. Maman, pourquoi c'était si difficile pour toi de simplement dire que tu me voyais? Quand, pour la première fois, tu découvres qu'on peut t'apprécier juste pour ce que tu es, pas pour ton obéissance, ni pour tes réussites, mais juste parce que tu existes, tout change. Le prochain chapitre de ma vie allait me prouver qu'une blessure profonde peut devenir une force. 2 ans ont passé. J'ai terminé l'école avec de bonnes notes, obtenu mon diplôme. J'ai appris à cuisiner non seulement des soupes et des plats simples, mais aussi des recettes complexes dont je n'avais jamais entendu parler avant. Pour la première fois de ma vie, je me sentais quelqu'un. Pas juste la fille de quelqu'un, pas une servante, mais une femme qui s'était élevée toute seule. J'ai loué une petite chambre dans une vieille maison en périphérie. La cuisine était plus petite qu'un placard, le papier peint se décollait, mais c'était chez moi. Je me levais tôt,
allait travailler comme cuisinière dans une crèche et rentrait tard, fatiguée, mais en paix. Dans cette ville, personne ne me connaissait. Personne ne se souvenait de qui j'étais. Et ça, c'était une vraie liberté. Je ne pensais pas à l'amour. Si quelqu'un me regardait, je détournais les yeux. La peur était toujours là, tapis, et s'il devenait comme ma mère, froid, méprisant. J'étais convaincue que je n'étais pas aimable, que quelqu'un finirait par voir mes failles et s'en détournerait. Et puis il y a eu Alexandre. Il était professeur de dessin technique dans l'école à côté de la crèche. Il venait souvent déjeuner à la cantine. Au début, juste pour manger. Puis, avec des prétextes, un journal oublié, une question, un livre laissé exprès sur le rebord de la fenêtre, puis plus rien, juste sa présence. Il avait des yeux doux, un dos un peu voûté. Il n'était pas bruyant, pas vraiment beau, mais quand il parlait, je sentais qu'il m'écoutait. Un jour, il m'a dit: vous êtes toujours si discrète, Madeleine. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout un monde en vous. J'aimerais pouvoir en entrevoir ne serait-ce qu'un coin. Cette phrase, elle a tout changé en moi. Nous avons commencé à nous fréquenter lentement, prudemment, sans grande déclaration. Il m'apportait du pain encore tiède. Je lui faisais des tartes. Le soir, il me lisait Le Maître et Marguerite. Et moi, je lui racontais des recettes avant qu'on s'endorme. Pour la première fois, j'ai découvert qu'on pouvait être aux côtés de quelqu'un, sans avoir peur. Mais cette joie n'était pas entière. Au fond de moi, une honte tenace me rongeait. Et s'il découvrait d'où je venais, qui était ma mère, que j'avais vécu recluse, que j'avais fui ma maison, que je n'avais ni famille, ni dot, ni nom prestigieux, je n'arrivais pas à tout lui dire. C'était comme si un nœud bloquait ma gorge. Un jour, il a compris. Il m'a regardé longuement, en silence, puis il a dit: tu n'as pas à partager ta douleur tant que tu n'es pas prête. Mais sache une chose, ce qui compte pour moi, c'est celle que tu es devenue, pas ce que tu as traversé. Parfois, pour laisser entrer l'amour, il faut d'abord croire qu'on le mérite. Mais comment y croire quand toute une vie, on t'a répété le contraire? Le prochain tournant de mon histoire, c'est le moment où j'ai décidé de ne plus me cacher. C'était décembre. Le givre dessinait sur les vitres des motifs comme des rêves d'enfant, doux mais fragiles. Dans l'air flottait l'odeur des mandarines, du pain et de la cannelle. Je préparais des brioches pour la crèche et j'en mettais toujours quelques-unes de côté pour Alexandre. Il venait souvent le soir, avec du thé, parfois un livre, parfois juste son silence. Un silence doux, pas pesant. C'était ça, la différence entre lui et ma mère. Ce soir-là, il a commencé à neiger. Lentement. Et j'ai su. Si je ne parle pas maintenant, je ne le ferai jamais. Il était assis par terre, adossé au canapé, buvait du thé dans un vieux verre enveloppé d'un torchon. On se taisait, longtemps. Puis, il s'est tourné vers moi et a dit: tu as l'air de porter en toi tout un hiver, long, froid, mais avec un printemps à l'intérieur. J'ai ri, et d'un coup, j'ai fondu en larmes. Il s'est rapproché, a posé sa main sur la mienne, et j'ai commencé à parler. D'abord lentement, puis en haletant. J'ai raconté le village, ma mère, comment elle m'a brisé sans crier, juste avec son silence et son mépris. Mon père, lumière trop vite disparue, la fuite, l'école, les nuits blanches, le sommeil écorché, la peur de paraître faible, et la peur de lui, de sa bonté. Quand j'ai fini, la pièce était silencieuse. Seule l'horloge faisait entendre son tic-tac. J'ai baissé la tête, prête à tout. La pitié, la peur, la gêne. Mais il n'a dit qu'une chose: tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Merci de m'avoir confié tout cela. Je ne te lâcherai pas, et pas. Ces mots sont entrés en moi comme le soleil de mars, dans une terre gelée. Je n'ai pas pleuré de douleur, mais d'acceptation. Ce jour-là, il n'est plus simplement devenu l'homme à mes côtés. Il est devenu mon soutien. Silencieux, discret, mais solide. Il ne cherchait pas à me réparer. Il était là, juste là, quand j'avais peur. Et petit à petit, je me suis mise à croire que moi aussi, je pouvais être heureuse.
Pour la première fois, j'ai écrit à ma mère, une lettre courte, sans reproche, sans demande, juste « Je suis en vie, tout va bien. Merci de m'avoir laissé partir un jour. Sans le vouloir, tu m'as sauvée. » Elle n'a pas répondu. Mais je n'attendais plus rien. Parfois, la vérité n'est pas une blessure, mais une clé. Et celui qui accepte ta vérité devient bien plus qu'un amour. Il devient une part de ta guérison. Mais le plus dur restait à venir. Le passé allait revenir. Quelques années plus tard, Alexandre et moi nous sommes mariés, discrètement, sans invité, sans robe blanche, à la mairie. Je portais un pull que j'avais tricoté moi-même. Il me tenait la main fort, comme s'il savait que ce jour n'était pas seulement un mariage pour moi, mais une renaissance. Nous vivions simplement, mais avec chaleur. Nous avons loué un petit appartement, puis, petit à petit, acheté des meubles d'occasion. Un coin pour mes livres, un bureau pour ses dessins, et 1 an plus tard, notre fille est née. On l'a appelée Anne. Quand je l'ai tenue pour la première fois, elle était tiède, douce, elle sentait le lait, et quelque chose d'infiniment lumineux. Je la regardais et je me jurais, tu ne sauras jamais ce que c'est que de craindre ta mère. Tu ne pleureras jamais dans un coin parce qu'on ne t'écoute pas. Je serai là. Même quand tu seras en colère, même quand tu te tairas. Toujours. Notre vie était tranquille. Travail, crèche, premier pas, premier mot, je faisais des tartes. Alexandre lisait des histoires à Anne. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions heureux. Puis, un soir de mars, comme tant d'autres, alors que la neige commençait à fondre dehors, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et c'était elle, ma mère. Elle était debout dans le couloir, vieillie, amaigrie, son foulard de travers, un sac en toile à la main. Son visage restait dur, mais dans ses yeux, il y avait autre chose, de la douceur, de l'épuisement, du regret. Madeleine, pardon de venir sans prévenir. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas tout de suite compris. Je suis restée figée, comme si le temps s'arrêtait. Ma mère, Simone, la femme qui ne m'avait jamais prise dans ses bras, se tenait sur mon seuil, brisée, sans pouvoir, sans voix glaciale. Je suis malade. On m'a posé un diagnostic. Il me reste peu de temps. J'ai pensé à toi tous les jours, mais je ne savais pas comment revenir. Tout s'est resserré en moi. Pas de colère, mais parce que j'avais attendu toute ma vie, au moins, ces mots. Pardon. Je ne savais pas comment être une mère. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne l'ai pas invitée à entrer comme si de rien n'était. J'ai simplement dit « Entre, on va bien trouver un endroit où te poser ». Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait sur le canapé, je suis restée assise dans la cuisine, regardant la neige tomber. Et j'ai compris. C'est mon moment de vérité. Je peux répéter son schéma. Être froide, amère, détachée ou rompre la chaîne. Parfois, le passé revient, non pour blesser, mais pour te donner une chance. Devenir celle que tu as toujours voulu être. Dans le prochain chapitre, je te raconterai ce que signifie pardonner. Non pas avec des mots, mais avec des choix. Ma mère a vécu avec nous, discrètement. Au début, étrangère, comme une invitée qui ne sait même pas pourquoi elle est là. Elle se levait tôt, restait assise au bord du canapé, ne touchait à rien, parfois balayait, parfois ne faisait que regarder par la fenêtre. Anne s'approchait d'elle avec curiosité. « T'es ma mamie ?» Ma mère hochait la tête. « Oui, je crois. » Au début, chaque geste d'elle rouvrait une vieille douleur. Mais Alexandre me prenait la main chaque soir. « Tu n'as pas à faire semblant que tout va bien. Vis un jour après l'autre. » Ma mère parlait rarement. Mais parfois, quand elle pensait que je ne l'entendais pas, elle murmurait « Mon Dieu, tout ce que j'ai raté. » Et elle était devenue si douce. Comment était-ce possible? Je l'entendais. Mais je ne répondais pas, parce que je n'avais plus besoin de son pardon. J'étais devenue moi-même, et ça suffisait. Un jour, elle m'a appelée dans la cuisine. Sa voix était rauque, fatiguée. « Madeleine, je n'ai presque plus de temps. Je le sens.
Je ne te demande pas de me pardonner. Juste, laisse-moi te regarder vivre. C'est déjà plus que je ne mérite. Je tenais une tasse de thé. Ça sentait le miel, le pain chaud, la pluie derrière la fenêtre. Et soudain, j'ai compris. Je l'ai déjà pardonnée. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. Je ne voulais plus porter ce fardeau transmis de mère en fille. Je voulais que ma fille voie que pardonner, ce n'est pas être faible. C'est choisir qui l'on veut être, malgré le passé. Je me suis assise près d'elle. Tu peux rester jusqu'au bout, pas parce que tu es ma mère, mais parce que je suis ta fille, et je sais devenir celle que tu n'as pas su être. Elle n'a pas pleuré, mais sa main tremblait quand elle a pris la mienne. Tu es devenue la femme que j'avais peur de devenir. Tu es la meilleure chose qui soit sortie de moi. Je le réalise. Trop tard. J'ai serré ses doigts, non pas pour la pardonner, mais pour mettre fin à une guerre qui avait duré toute ma vie. Parfois, pardonner, ce n'est pas un acte, c'est un chemin. Et ce chemin commence quand tu décides de ne pas reproduire la douleur qu'on t'a faite. Dans le prochain chapitre, je raconterai comment nous l'avons accompagnée jusqu'à la fin, et ce qu'elle m'a laissé, non pas comme mère, mais comme femme, qui s'est enfin vue en face. Parfois, j'entendais ma mère parler doucement avec Anne. Fais attention. Maladroite. Tu sais, moi aussi, j'ai été une petite fille un jour, et j'avais peur du noir. Anne hochait la tête, très sérieusement. Et maintenant, t'as plus peur? Demandait-elle. Maman souriait. Parfois encore un peu. Mais maintenant, ta maman est là, et avec elle, j'ai plus peur. Je les écoutais depuis l'autre pièce. Ce que je ressentais, ce n'était plus de la rancune, mais une forme de paix. En avril, elle m'a dit un soir « Je suis prête, mais reste avec moi cette nuit. » Je suis restée. On n'a pas parlé. Je lui ai tenu la main. Elle me regardait, non plus comme une fille dont on a honte, mais comme une femme qu'elle respectait enfin. « Tu es devenue meilleure que ce que j'aurais pu imaginer. Tu ne t'es pas endurcie. Tu ne t'es pas vengée. Je ne te mérite pas, mais merci d'être là. » Et sur ces mots, elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. J'ai pleuré. Oui, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était la fin d'un fardeau que je portais depuis l'enfance. Nous l'avons enterrée dans le vieux cimetière, sous un bouleau. Je n'ai invité personne, sauf Alexandre et Anne. J'ai planté une croix en bois et déposé un brin de lilas. Parce que, petite, elle aimait cette odeur. Je m'en souvenais, même si elle ne me l'avait jamais dit. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal « Maman est partie ». Mais moi, je suis restée. Et aujourd'hui, je sais que je n'ai pas besoin de lui ressembler pour être forte. Je suis Madeleine, vivante, aimée, libre. Parfois, le pardon n'est pas une fin, c'est un commencement. Ma mère est partie, mais elle m'a laissé plus que des souvenirs de douleur. Elle m'a donné l'essentiel, la possibilité d'être différente. Dans le prochain chapitre, je raconterai comment cela a marqué ma fille et pourquoi aujourd'hui, je peux parler de tout cela, sans larmes. Après les funérailles, j'ai longtemps eu du mal à dormir. Pas à cause du chagrin, je l'avais déjà traversé, mais à cause de ce silence nouveau dans la maison. Un vrai silence. Plus d'ombre derrière mon dos, plus de regard glacial, plus d'attente de reproches. Je restais des heures près de la fenêtre, enveloppée dans un plaid, à écouter le souffle régulier d'Anne dans la pièce voisine. Le souffle paisible d'un enfant qui sait « Maman est là. Maman ne me trahira pas. » Je me surprenais à ressentir, à observer, à écouter, comme si je réapprenais à vivre. Et chaque jour, une pensée simple, mais puissante, grandissait en moi. Je peux être la mère que j'ai supplié d'avoir. Je peux donner à Anne ce que moi, je n'ai jamais reçu. Et c'est mon cadeau à moi-même. Jamais je ne lui ai crié dessus. Même quand elle faisait des bêtises, quand elle cassait une tasse, salissait sa robe ou faisait une crise. Je ne me mettais pas en colère, je la prenais dans mes bras, parce que je savais, un caprice, ce n'est pas une faute. C'est une façon de dire « aime-moi », même si je ne suis pas parfaite. Anne grandissait libre, curieuse, douce, rieuse.
Elle me disait souvent des choses que moi, je n'avais jamais entendues petite. Maman, je t'aime. T'es la plus gentille du monde. Et à chaque fois, ces mots avaient l'effet d'un baume sur une vieille cicatrice. Un jour, elle m'a demandé: Toi aussi, t'avais une mamie? Et ta maman, elle était comment? Je lui ai répondu avec honnêteté, mais avec douceur: Oui, j'avais une maman. Elle était sévère. Mais je lui ai pardonné, parce que sans elle, je ne serais pas celle que je suis. Et donc, toi non plus, tu ne serais pas là. Anne hochait la tête et souriait. Ça lui suffisait. Un jour, je l'ai entendue se vanter auprès d'une amie sur le banc devant l'immeuble: Ma maman, c'est une magicienne. Elle peut te calmer rien qu'avec sa voix. Je me suis détournée pour qu'elle ne voie pas mes larmes. Parce que ces mots-là, c'était tout ce dont j'avais un jour rêvé. Être mère, ce n'est pas être parfaite. C'est être là. C'est donner de la chaleur, de la patience. Ma fille, c'est ma preuve vivante qu'après les ténèbres les plus profondes, on peut encore faire pousser la lumière. Dans le prochain chapitre, je raconterai comment mon histoire a touché d'autres femmes et pourquoi moi, vieille femme de campagne, j'ai décidé de vous la confier. J'avais déjà plus de 60 ans quand, pour la première fois, j'ai tout raconté. Pas à Alexandre, pas à Anne, mais à une jeune femme dans une pharmacie. Elle était devant un rayon, en larmes, tenant un tube de crème pour bébé. Elle murmurait: « Je suis une mauvaise mère. Je n'y arrive pas. » Je me suis approchée doucement. « Puis-je vous dire quelque chose? Moi aussi j'ai cru que je n'y arriverais pas. Pas comme mère, mais comme fille. Et puis, j'ai compris. On apprend tous les jours. On n'a pas besoin d'être parfaite. Il faut juste être là. » Elle m'a regardée comme si j'avais prononcé quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. Puis, elle a murmuré: « Merci. Je ne vous connais pas, mais ça m'a soulagée. » Je suis sortie et j'ai compris que je n'avais plus peur de mon histoire. Depuis ce jour, j'ai commencé à parler. Sur les bancs, devant l'immeuble. À la bibliothèque, lors de cercles de parole entre femmes. Aux jeunes filles qui disaient que leur mère ne les comprenait pas. Aux belles filles qui se sentaient rejetées. Je ne donnais pas de conseils. Je racontais. Voici ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà comment j'ai failli sombrer. Et voilà comment j'ai survécu. Et à chaque fois, l'une d'elles hochait la tête en pleurant. Une fois, une jeune femme m'a dit: « En vous écoutant, j'ai compris que je n'ai pas besoin de reproduire ce que j'ai connu. Je peux être différente. » Merci, mamie Madeleine. Et à cet instant, j'ai su, mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle était devenue un pont. Je ne suis pas actrice, ni écrivain, ni héroïne. Je suis une femme ordinaire, d'un village, qui a traversé le silence, le froid, la solitude, et qui, malgré tout, a trouvé la lumière. Et si, ne serait-ce qu'une femme, m'entend et comprend qu'elle peut sortir de la douleur, qu'elle peut être forte sans devenir dure, alors, ma vie n'aura pas été vaine. Parfois, on garde le silence toute une vie en se disant: « À quoi bon ?» Et puis un jour, on parle et on comprend. Ma voix ne servait pas qu'aux autres, elle m'était nécessaire à moi aussi. Dans le prochain chapitre, je vous dirai quelle dernière parole j'ai laissée à ma fille. Parce que, tôt ou tard, elle aussi devra choisir, pardonner ou se venger.